Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Et nous sommes donc en direct pour cette émission 30 minutes à l'endroit avec Laura. Soyez toutes et tous les bienvenus sur le 92 points, radiograndlac.com. J'ai Laura aujourd'hui à côté de moi. Je suis là. Et je peux vous dire qu'elle est dans une forme toute particulière. Olympienne. C'est vrai. Ah ouais. Mais en plus, je remarque que nous n'avons pas eu le jingle aujourd'hui. Non, ça tout à fait. On l'aura après. En fait, tu voulais faire toi-même le jingle. Tu es toi-même le jingle, d'accord. On n'a pas eu le jingle, alors écoute. Non, mais on a Jean-Pierre. Donc on peut pas tout savoir. On se dit tout. Le jingle était bien prévu. Par contre, à 11h, il y a une mise à jour. En fait, voilà, ça a changé le programme. Et le temps que, il fallait prendre l'antenne et donc ça m'a changé surprise. Le jingle. C'est pour ça que voilà. J'étais saisie. Par contre, je peux te dire que voilà, j'ai fait ça top en 3 secondes. Mais tu es parfait, Jean-Pierre. 2 centièmes. Tu es parfait. Donc c'est bien 30 minutes à l'endroit. C'est moi. Mais voilà. Si tu veux, je peux. Voilà. Non, c'est bon. Écoute bien. Écoutez bien. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Voilà. Donc c'est donc bien avec c'était Laura. bien nous. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est bien nous. Nous sommes en direct. Laura, Laura Campisano, la Miss Campi du Petit Reporter, oui. Ancienne avocate au barreau de Lille, journaliste maintenant, et qui nous parle une fois tous les 15 jours du droit, qui nous remet les règles de droit dans le bon sens, pour qu'enfin on y comprenne un petit peu et qu'on arrête les carabistouilles, les discussions café du commerce. Écoute, en ce moment je n'en peux plus, je n'en puis plus, mon bon Jean-Pierre, je n'en puis plus. Tu n'en puis plus. Je n'en puis plus, c'est bien ça. Alors là, on est à une période un petit peu charnière de notre histoire, puisque dimanche, on a le 2e tour des élections présidentielles. Il semblerait. On rappelle que les élections présidentielles sont au scrutin du suffrage universel direct. Suffrage universel depuis 1965. Tout à fait. C'est quand même pas si vieux que ça. Après y avoir été un coup en 1848, mais bon, c'était juste les hommes qui pouvaient voter. Alors que là, c'est tout le monde. Maintenant, là, c'est tout le monde. Tous les majeurs. Tous les majeurs de plus de 18 ans et qui ont toujours leurs droits civiques. Tout à fait. Alors Laura, de quoi vas-tu nous parler ce matin, à quelques heures, quelques jours de ce 2e tour? Jean-Pierre, et chers auditeurs, j'ai eu les plus grandes peines du monde à dégager un seul sujet. Donc j'en ai sorti 3, éventuellement 4. 3 questions qui nous sont posées par des auditeurs étonnants par contre. Tout à fait. Et donc du coup, merci en tout cas aux auditeurs qui nous posent ces questions. Merci pour leur écoute. Ah ouais, ça c'est clair. Alors la première question, on va en parler tout à l'heure. Vous avez certainement vu le post sur le groupe 30 minutes à l'endroit. La première question, c'est une question de Jean-Luc de Moutier qui nous demande si on peut élire Donc, nous sommes écoutés jusqu'à Moutier. Oui. Merci. Si on peut élire le Premier ministre au suffrage universel direct. Voyons. Bonne question. Non mais bonne question, Jean-Luc. Bonne question. Tu sens que Jean-Luc, il a envie de savoir. Tu vois. Deuxième question de Marine, de Tresserve. Peut-on faire toutes les promesses que l'on veut à l'égard du droit? Et la troisième question, c'est une question de tonton Gérard, parce que tonton Gérard, il nous écoute tout le temps. Hein. Ah tout le temps. Le blanc limé de 9h du matin, tonton Gérard est derrière. Et donc la question de tonton Gérard, c'est peut-on vraiment truquer une élection nationale en France en 2022? Voyons. C'est des vraies questions. Hein. Figure-toi qu'il y a 14% de la population qui croit que l'élection est truquée. Donc on va en parler forcément, et s'il nous reste un peu de temps et j'espère qu'il va nous en rester, on parlera un peu du vote blanc. Écoute, il n'y a pas de souci Laura, puisque tu étais avocate. Cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je m'excuse d'avance pour cette voix nasillarde, mais j'ai passé le week-end avec Doliprane. C'est très très bonne personne pour passer un week-end d'ailleurs, magnifique. Là, ça va un peu mieux, donc je suis contente d'avoir retrouvé ma voix pour faire l'émission de radio. Par les temps qui courent, un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il fait noir, un coup il fait jour. On ne sait plus comment s'habiller, ma pauvre dame. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de saison. Il n'y a pas de saison. Voilà. Alors, les chers amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end pascal, même si je vous l'accorde, c'est assez étrange comme prénom pour un week-end. Passons sur ces quelques grammes d'humour et de finesse radiophonique aujourd'hui. Nous allons devoir répondre à 3 questions cruciales. Parce que normalement, la prochaine fois, on devrait lâcher le morceau politique et repasser des sujets bien plus joyeux, comme le droit pénal, le droit de la construction, le droit de la famille, le droit des contrats, bon bref, le droit quoi. Alors, je sais que vous en salivez d'avance, mais chers amis, je vous en prie, retenez-vous jusqu'à la fin de la chronique. Alors, aujourd'hui, on va d'abord répondre, je vous l'ai dit, à une question de Jean-Luc de Moutier. La question de Jean-Luc, c'est: est-ce qu'on peut élire le Premier ministre au suffrage universel direct?
Alors Jean-Luc, on comprend le fond de ta question, hein, parce qu'on fait du droit, mais nos auditeurs aux oreilles chastes et débutantes ont de quoi se poser des questions. Oui. Alors, il y a 3 épisodes, j'aurais expliqué que la nomination du Premier ministre, c'est un pouvoir propre au président de la République. Ce n'est pas une élection, c'est une nomination. C'est une nomination. Et toi, tu leur parles d'élection. Alors là, il y a un problème. Alors, allez-y, on y va. On a parlé, effectivement, il y a 3 émissions, de la cohabitation. Tu te souviens ? On a évoqué cette cohabitation. Et bien, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le chef de l'État a une totale liberté pour désigner le Premier ministre. C'est l'article 8 de la Constitution. Tout à fait, surtout lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire. Alors, vous le savez, chers amis, aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, nous serons appelés pour voter pour nos députés. Députés, Assemblée nationale. Tout le monde là, c'est bon, normalement, c'est... Depuis le temps que je fais l'émission, ça va bientôt faire 1 an, je pense que c'est bon là, c'est carré. Donc, Assemblée nationale, députés, si on vote pour nos députés, c'est pour que l'Assemblée nationale soit représentative de la société. Donc, selon le résultat de dimanche, la couleur de la majorité présidentielle sera soit LREM, soit bleu marine. Le candidat LFI, donc la France insoumise, qui est arrivé 3e au classement, a appelé à voter massivement pour la gauche législative afin de créer une majorité qui soit différente de la majorité présidentielle. Donc en fait, c'est pas voter pour moi pour que je sois Premier ministre, c'est sûr. Voter pour des députés de gauche qui seront donc en majorité à l'Assemblée nationale pour obliger le président de la République, quel qu'il soit, à nommer un Premier ministre de la majorité de l'Assemblée nationale. Tout le monde est OK ? C'est quand même plutôt logique. Sauf que notre personnage, LFI, oublie de dire que, en fait, le nouvel élu va pas forcément choisir lui. Ouais. C'est pas gagné du tout. C'est pas parce que lui il est arrivé 3e que c'est lui que le président de la République va choisir. Admettons que c'est bien la gauche qui gagne les élections, que ce soit bien la gauche qui gagne les élections législatives. C'est pas pour autant que la Constitution impose au président de la République le choix d'un candidat en particulier pour devenir Premier ministre et pour former un gouvernement. Rien n'y oblige. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est un pouvoir propre. Ils peuvent très bien choisir Ruffin. Admettons, bien sûr, parce qu'il est LFI. Ou une femme. Une femme, voilà, il fait ce qu'il veut, en fait. Il peut choisir Clémentine, sais. C'est vrai que l'usage veut que le président de la République prenne le responsable politique le patron du mouvement. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Exemple, en 93, quand François Mitterrand prend Balladur à la place de Chirac. Bon, Chirac ne voulait pas y aller, mais normalement, ça aurait dû être Chirac le Premier ministre. Ça. Donc là, évidemment, on a bien compris le fond de la question, mais ne faites pas d'amalgame dans votre esprit. Le Premier ministre, c'est une nomination du président de la République. Et de 2, rien n'oblige le Premier ministre, rien n'oblige le président de la République à choisir le Premier ministre qui souhaite être Premier ministre. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne les institutions. Une fois nommé, il devra encore, après délibération du Conseil des ministres, engager sa responsabilité sur son programme devant l'Assemblée nationale pour obtenir l'investiture. Hors cohabitation, la nomination par le chef de l'État est considérée comme suffisante pour légitimer le gouvernement. Donc, on va vérifier ça. Il reste encore une autre possibilité, mais il est peu probable qu'elle arrive. C'est-à-dire que élections législatives du 12 et 19 juin, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est une majorité qui n'est pas celle du président de la République élu. Et bim, il dissout l'Assemblée nationale. C'est aussi une possibilité, mais c'est peu probable que ce soit la possibilité que le nouvel élu, il ou elle, choisisse de dissoudre l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale ne lui est pas favorable. D'autant plus qu'il y a un délai imposé par la Constitution après le renouvellement de l'Assemblée avant donc une nouvelle dissolution. Voilà, mais on entrerait dans une crise politique là. Oui, et une crise des institutions encore plus forte que celle qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est la première question. J'espère, Jean-Luc, que j'ai répondu à ta question, à ta santé. Voilà. Alors peut-être juste compléter un petit peu donc l'article 8 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre et les ministres. Hein. Oui. Voilà, sur proposition du Premier ministre. Du Premier ministre. Mais comme on l'avait dit il y a quelques semaines, du coup, je me suis dit, les auditeurs, ils ont retenu. Et donc, le président de la République nomme et enlève les fonctions des ministres. Par contre, l'usage veut qu'on ne démissionne pas un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui présente sa démission. De son gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Mais c'est ce que va faire Jean Castex d'ailleurs, juste après ce qui est tout à fait normal. L'élection du président de la République. Alors, deuxième question de Marine de Tresserve. Peut-on faire toutes les promesses que l'on veut à l'égard du droit? C'est une excellente question. La réponse est vite répondue. C'est non. Vous connaissez cette expression maintenant, la réponse est vite répondue. Je pense que tout le monde se souvient très bien de qui il s'agit. Et oui, le droit est très puissant. On peut pas faire tout ce qu'on veut, tout qu'est-ce qu'on veut. C'est pas possible. On peut pas faire tout ce qu'est-ce qu'on veut. Nous sommes dans un état de droit. Il semblerait. Encore. Alors, par exemple, attaquer un bloc de constitutionnalité, c'est pas possible. Par exemple, au hasard, le référendum sur la peine de mort. Promis il y a 6 jours, séduisant 85% de l'électorat de Marine Le Pen, rétropédalé le lendemain. Un référendum d'initiative citoyenne ne peut pas réviser la Constitution. Ça, c'est clair, net, précis. Alors, par exemple, une proposition également de Jean-Luc Mélenchon, proposer l'inéligibilité à vie pour toute personne condamnée. Alors ça, c'est pareil, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand principe du droit qui s'appelle l'individualisation des peines. C'est un principe démocratique. On ne peut pas priver à vie quelqu'un d'une élection parce qu'il a été condamné. Voilà, entre autres. En droit français, c'est comme ça. C'est comme ça. On a une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on a cette histoire de voile, par exemple. Donc le 12 avril, projet de loi déjà prêt, selon Marine Le Pen toujours, interdire la pratique, manifestation, diffusion publique au cinéma, dans la presse, à l'école des idéologies islamistes. Alors en fait, on va se détendre. Il y a une loi qui existe depuis le 11 octobre 2010 qui interdit, je rigole parce qu'en fait j'en ai ras-le-bol des gens qui racontent n'importe quoi. C'est excessivement énervant. Qui interdit cette loi la dissimulation du visage dans l'espace public. En deux, il y a la liberté religieuse qui est un droit fondamental garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 9, et par la Constitution française, c'est l'article 1, qui prime sur les simples lois classiques de base. Ensuite, on a donc cette garantie, on va dire, c'est la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, qui, sans être pour autant restreint, sauf au nom de la sécurité publique, la protection de l'ordre, la santé ou la moralité publique, ou encore la protection des droits et des libertés d'autrui. Donc, dans le cas contraire, on risque de se faire censurer par le Conseil constitutionnel et de ne jamais pouvoir faire entrer en vigueur cette loi, plus une condamnation de la CEDH. À l'époque... C'est quoi la CEDH ? C'est la Cour européenne des droits de l'homme. À l'époque, en 2010 déjà, le Conseil d'État avait jugé fragile la justification d'atteinte à la dignité humaine pour interdire le voile dans l'espace public. C'était une proposition de Nicolas Sarkozy sur la même jurisprudence, donc sur le fondement de la jurisprudence du lancer de nain. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, mais tout juriste connaît Morsan-sur-Orge. Ah oui. Voilà. Et donc du coup, le président de la République s'était basé sur en fait, je vous raconte en 2 mots. C'était des nains, mais vraiment des gens de petite taille, dans des fêtes foraines qui se faisaient lancer par des canons, en fait. Donc en fait, ils étaient lancés, ils étaient propulsés, et ils adoraient ça, les nains comme les gens. Et en fait, le tribunal de Morsan-sur-Orge administratif a déclaré que c'était contraire à la dignité humaine. Donc Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République, avait souhaité déposer un projet de loi contre le voile en disant que c'était contraire à la dignité humaine. Et en fait, le Conseil d'État avait dit niet, il est discutable juridiquement d'invoquer la notion de dignité humaine, en particulier dans le cas où le port du voile intégral résulte de la volonté délibérée d'une personne majeure. Bref, on a ces exemples. On en a un dernier d'Emmanuel Macron, parce que lui aussi, même s'il a révisé le droit avant de prendre la parole, il a quand même de temps en temps... il fait des petits pas de côté. Prenons la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, par exemple. Il a souhaité la supprimer. En réalité, c'est pas vraiment possible, puisque la loi, en fait, c'est une loi de programmation. Et la loi de programmation n'a qu'une portée symbolique. Elle ne sert qu'à prévoir les budgets en surplus sur plusieurs années et ne permettent pas de dépenses. Pour ça, il faut une loi de finances annuelle qui est la seule à permettre des dépenses. Donc, en gros, quand il dit suppression de l'audiovisuel public, c'est une idée. C'est même pas l'état de promesse, parce qu'en fait, on peut pas vraiment dire que ce soit réalisable. Donc voilà ces exemples pour vous montrer que, en fait, on peut pas faire toutes les promesses qu'on veut parce que le droit est là. Alors, figurez-vous qu'il y a les surligneurs. Les surligneurs, j'ai trouvé ça en préparant l'émission d'aujourd'hui. C'est un groupe de juristes qui vérifient les programmes
les programmes des candidats à l'élection présidentielle et qui vérifient si à l'égard du droit, leurs propositions sont faisables ou non. Et c'est déjà l'heure de la pause musicale avant la question de Tonton Gérard. Tonton Gérard, et alors, voilà. Qui attend un petit peu. Qui attend impatiemment. Bah écoute, tu vas se resservir un blanc. Hein. Je pense que ça va aller quand même. Hein. Alors, tu nous as choisi une musique, mais pas n'importe laquelle. Tu peux nous la présenter ? Ah oui, j'ai choisi Machistador de Mathieu Chédid. Parce qu'en fait, alors on l'écoute pas souvent sur Radio Grand Lac, mais je trouve que... je crois même que c'est la première fois. C'est la première fois ? Eh ben tant mieux, parce que cette chanson, je la détestais la première fois que j'ai entendue. Et au final, je la trouve rigolote, avec plein de sous-entendus, plein de double sens, plein de textes entre les lignes, et je trouve que c'est à la même à l'image de cette campagne. Voilà. Eh bien, allons-y, 92.1 radiograndlac.com, 30 minutes à l'endroit, on en a déjà fait 15 minutes, il nous en reste autant à faire avec Laura Campisano. On arrive tout de suite après la musique. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Et cette fois-ci, on a bien eu le jingle, Laura. Tu es formidable, Jean-Pierre. Tu te rends compte un petit peu ? Tu es formidable. Des années de boulot pour en arriver là. Je vois ça. Laura, tu nous parlais donc des élections présidentielles en France. Tu nous parlais donc tu as eu la chance d'avoir des auditeurs qui t'ont posé des questions. Donc tu leur réponds. Génial. Il nous restait la question de Tonton Gérard, fidèle auditeur Tonton Gérard. Exactement. Alors la troisième question de Tonton Gérard, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de truquer une élection nationale en France en 2022 ? Alors pourquoi je pose cette question avec Tonton Gérard également à vous autres chers auditeurs ? Eh bien parce que 14% des Français pensent que l'élection présidentielle de cette année est truquée. Mais ils le pensaient aussi il y a 5 ans. Et ils le pensaient aussi aux États-Unis. Et ils le pensaient aussi au moment de l'affaire Strauss-Kahn. Bref, cette histoire de complot existe depuis un petit moment, le complot électoral. Alors, rappel des organes de contrôle de cette élection, il n'y en a pas que un, il y en a beaucoup. Et le 1 était bien appuyé, il vient bien du Nord, je vous confirme, élevé au grain. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, la Commission nationale des comptes de campagne, le CSA, la Commission de contrôle des opérations de vote. Alors, vous savez déjà plus ou moins à quoi servent tous ces gens. Le Conseil constitutionnel, il a fixé la liste des candidats. Il contrôle le déroulement des opérations de vote, recense les votes, examine et traite les réclamations. La Commission nationale vérifie l'égalité entre les candidats. Elle vérifie la conformité des affiches et des professions de foi. Elle est assistée par la Commission électorale des Français établis hors de France et des commissions locales de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne, elle informe les candidats sur les règles applicables à leur financement et contrôle le respect de la réglementation des comptes de chaque candidat. Le CSA encadre. Alors, maintenant, c'est Arcom. Ah, ils ont changé de nom ? Ouais, ils ont changé de nom, c'est la même chose. Maintenant, c'est Arcom. L'autorité de régulation des communications. Parfait. Voilà. Donc, l'Arcom encadre et contrôle les temps de parole et d'antenne des candidats sur les médias audiovisuels. La commission de contrôle des opérations de vote, elle a été prévue par l'article L85-1 du Code électoral. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, cette commission de contrôle les opérations de vote, et donc elle est chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote, les opérations de vote, le dépouillement des bulletins, le dénombrement des suffrages, garantie aux électeurs et des candidats en fait que tout est ok et que tout est bien dans les règles de l'art. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et les délégués qui sont les électeurs du département. Et tous les présidents, membres, délégués procèdent à tout contrôle et vérification utile. Ils ont accès à tout moment au bureau de vote. Ils peuvent exiger l'inscription de toutes les observations au PV. Bref, c'est verrouillé. C'est verrouillé, mais verrouillé, cadenassé. Voilà. Alors, au cas où, vraiment, on a quand même 12 annulations de résultats du premier tour pour des irrégularités en 2017. Donc, c'est déjà arrivé. Le recours doit être a peu de chances de faire tomber l'élection, puisque les recours doivent être en nombre suffisant pour inverser les résultats. En général, ça oscille entre des millions de voix entre chaque candidat. Donc il y a peu de probabilité qu'il y ait des millions de recours. Alors, évidemment, je vous rappelle qu'en France, il n'y a pas de vote par correspondance, il n'y a pas de vote électronique. Et même si déjà
Il n'y a pas de machine à voter, en fait. Ça n'existe pas. Et je vous rappelle quand même un peu d'histoire que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de cabinet noir, de deep state, ça veut dire l'État dans l'État, un État profond, de hold-up, de vol. Tout ça a déjà été utilisé au premier tour de 2017 par l'entourage du candidat Fillon, je pense que vous vous en rappelez. Il a été repris aujourd'hui par les sphères complotistes, les QAnon, mais également par Nicolas Dupont-Aignan, qui s'était présenté au premier tour et qui n'a pas obtenu les 5% pour se faire rembourser les frais de campagne, et par Florian Philippot qui l'avait rejoint. Florian Philippot qui avant était au Rassemblement National. Et en fait, vous vous souvenez sans doute que Trump avait utilisé les mêmes mots en février 2021, que l'histoire de DSK en 2011 déjà, on parlait d'un complot, et que 50% des Français pensaient qu'il s'agissait d'un complot. Et là, on a par exemple un Jean Lassalle qui, le 15 mars 2022 sur Sud Radio, a dit que Rothschild avait décidé de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Vous voyez que finalement, ces idées de complot et de vote truqué existent depuis bien longtemps. Bien sûr. C'est pas 5 minutes. D'ailleurs, la première fois que ça existait, c'était en 1857, il me semble. Il y avait déjà ça sous l'Empire. L'Empire. Il y avait déjà des tractations, des histoires de vol de vote à l'époque. Donc c'est pas nouveau du tout, mais c'est simplement qu'il faut 1852. Donc il faut quand même se méfier de cette propension, 14%. Par rapport à l'histoire de DSK où ils étaient 57%, à croire que c'était Nicolas Sarkozy qui avait orchestré tout ça. Finalement, l'histoire du complot, quand le résultat ne nous convient pas, on a toujours tendance à vouloir dire qu'en fait on s'est fait voler quelque chose. Donc ça, c'est clair que, à part quand on a vraiment des éléments qui le prouvent, il y a des élections, il y a des scrutins qui ont été annulés. Je prends l'exemple, le dernier exemple, c'est à Puny-Châtenot, là où le Conseil d'État a donné une décision, a rendu une décision, mais il y avait des éléments probants. C'est quand même très différent d'une supputation de oui, vous avez vu, on nous a volé l'élection. L'élection nationale, je vous l'avais entendu, je viens de vous le rappeler, il y a quand même plus de 5 ou 6 organes de contrôle de toute la campagne. Donc forcément, s'il y a un recours et qu'il s'avère qu'il y a effectivement eu trucage, eh bien, j'espère d'être encore en vie pour pouvoir le voir de mes yeux. Juste ça. Eh ben écoute, nous le souhaitons aussi. J'espère que je vivrai longtemps. Et dernier bonus track, le vote blanc. Ah oui, parce que on entend dire maintenant si le vote blanc il compte. Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà. Toujours pas d'ailleurs. Restons calmes. Hydratons-nous. Non, mais tout à fait. Donc en fait, on a un problème avec ça parce que le vote blanc, imaginons le vote blanc. Vous voyez un peu le pognon que ça peut coûter, le pognon de dingue, comme on dit dans les milieux autorisés, que ça coûte de faire une campagne électorale. Il y a quand même des gens qui réclament des millions d'euros à leurs électeurs pour rembourser leurs frais de campagne. Imaginez que le vote blanc soit comptabilisé et que finalement ce vote blanc, annule l'élection parce que le vote blanc aurait plus que le potentiel président de la République. Il y a aucun candidat qui récupère la majorité des voix et c'est le vote blanc qui sort majoritaire. Alors je vous le dis tout de suite, ça avec la Constitution actuelle, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas contre vous, c'est même moi parfois j'ai envie de voter blanc et je me dis mais en fait ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que le candidat ou la candidate qui sort vainqueur, elle le sort vainqueur à la majorité absolue. Des exprimés et non pas des inscrits. Et non pas des inscrits. Ou des votants. Et c'est là la grosse différence. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à la comptabilisation du vote blanc, pour qu'il compte, il faut modifier la Constitution ou changer la Constitution tout court. Donc ça, c'est possible si on change de modèle de société. Et il faut pas qu'on passe à un vote obligatoire après. Alors, si on passe à un vote obligatoire et que du coup le vote blanc est comptabilisé, on est sur un nouveau modèle de société. Là, on a une nouvelle constitution. Exactement. Alors, en l'occurrence, le record absolu a été battu en 2017. 3 021 499 votes blancs à l'élection de 2017 sur 35 467 327 votants. D'accord ? Donc, ils n'ont pas été comptabilisés, ils sont toujours pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Pourtant, 82% des Français se disent favorables. Le débat date du Second Empire. Il date donc de l'article 30 du Code électoral. L'article 66 du Code électoral actuel ne prend toujours pas en compte, et même si certains disent ça pourrait faire baisser l'abstention, j'en suis parfaitement convaincu. Ça pourrait faire baisser l'abstention.
Maintenant, il faut pas penser petit, faut penser grand. Si tu changes le mode de scrutin, si tu comptabilises le vote blanc, il faut tout modifier. C'est pas juste ça. Oui. C'est pas juste, voilà. Et si jamais ça fonctionne, eh bien, il faut recommencer toute la campagne et on n'en a pas fini. Là, ça dure déjà, je trouve, longtemps. Mais si c'était le cas, les élections présidentielles dureraient 1 an. Oui, donc c'est un petit peu long. Ça énerve je dis ça comme ça serait un petit peu énervant. Mais alors, il y a une proposition de loi qui est relative à la reconnaissance du vote blanc qui est actuellement entre les mains de l'Assemblée nationale. C'est la commission qui a déposé cette proposition de loi également compte Émilie Bonivard, donc qui est notre députée de la 3e circonscription de la Savoie. Donc la question est mise en avant dans le grand débat citoyen de 2019 et c'est pour ça que on sait que les citoyens sont plutôt favorables à ça. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel explique que la comptabilisation des bulletins blancs pourrait avoir des conséquences techniques indésirables. Il faut que le nombre de bulletins blancs débouche sur un résultat. Ça, c'est la règle actuelle. Et le président de la République, on l'a dit, est élu à la majorité absolue. Il faut qu'il soit permis de mesurer la neutralité ou l'hostilité de l'électeur à l'égard des opinions en présence. Sinon, pour le président de l'Institut de sondage Polling Vox, on comprend que le risque, c'est qu'il y ait un président qui soit totalement délégitimé ou que l'élection soit totalement annulée. Donc le vote blanc, à l'heure actuelle, dans la Constitution telle qu'elle est, c'est-à-dire la Constitution de 58 qui est actuellement en vigueur en France, le droit positif, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit en droit. On dit le droit positif, c'est le droit qui est actuellement en vigueur. Eh bien, ce n'est pas possible de comptabiliser les votes blancs. Donc, vous pouvez voter blanc pour exprimer, parce que en votant blanc, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bureau de vote et vous êtes exprimé. Oui, c'est quand même autre chose que l'abstention. C'est deux choses différentes. L'abstention, c'est quand par protestation, vous ne vous rendez pas aux urnes. Protestation ou tout simplement, ça vous passe au-dessus. Et par exemple, comme tonton Gérard, qui va certainement oublier d'aller voter parce qu'il sera torché et que au moment d'aller voter, il sera en pleine sieste avec son filet de bave sur le côté, ce sera foutu. Mais pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, eh bien, soit vous allez vous exprimer dans les urnes, soit vous vous exprimez d'une autre manière, c'est-à-dire en votant blanc, mais sachez que ce vote blanc ne sera pas comptabilisé dans le résultat final, puisque la Constitution, telle que l'a voulu le général de Gaulle en 1958, et telle que le législateur la veut toujours, puisque depuis toutes ces années, ça n'a pas évolué, c'est que le président de la République sera élu à la majorité absolue des votes exprimé. Voilà. Donc, on sait que pour faire un petit peu la pyramide, Laura, il y a les inscrits sur liste électorale, il y a les votants. Parmi ces votants, il y a ceux qui votent blanc, il y a ceux qui votent nul, ouais. parce qu'ils ont rayé leur bulletin ou pas, voilà. Et ensuite, il y a les exprimés. Voilà, et ce sont ces exprimés qui sont pris en compte. Exactement. Donc voilà les indications que je peux vous donner aujourd'hui. Je pensais que c'était important qu'on ait ces 4 questions qui soient décortiquées, un peu comme une petite crevette à paillettes. Mais je pense que c'est important aujourd'hui que nous fassions ce point. J'espère que dans 15 jours, nous ne parlerons plus de politique. On parlera des législatives. Alors, les législatives, c'est en juin. On aura encore le temps de parler de plein d'affaires médiatiques et juridiques. Il y aura certainement des scandales. Enfin, en tout cas, on peut compter sur notre société pour créer des scandales à tout va. Donc, soyez positifs, pensez positif. On aura un petit scandale à se mettre sous la main en 15 jours. Merci Laura Campisano, du petit reporter, pour ces 32 minutes à l'endroit. Non, mais c'est très bien. C'était passionnant. Restez connectés à Radio Grand Lac. À midi, c'est Maxime qui revient pour le flash d'info national, il est force, Maxime. Local, la météo que vous aimez sur Radio Grand Lac. Par contre, il pourrait faire l'horoscope. Je dis ça, je dis rien. Il le fait. C'est le matin. C'est diffusé 2 fois le matin. Reviens à midi. Éphéméride. Reviens à midi, Maxime. Fais l'horoscope, s'il te plaît, pour les gens qui se lèvent tard. On lui fera passer le message. Ou ceux qui travaillent trop. Merci Laura. À bientôt Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous, on vous laisse tranquille sur le 92 points, radiograndlac.com, écoutez votre playlist musicale adorée et on vous dit à très bientôt, bon appétit pour ceux qui vont bientôt passer à table, on vous aime, on vous adore, à bientôt. Ciao. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.